Salut, c'est Cindy et vous écoutez Autour du Cornet. Merci Lucky pour ton intervention il également. Il est très actif pendant Non mais j'ai ressenti beaucoup d'amour, tu vois, de sa part depuis son petit panier. Ce qui n'est pas du tout proportionnel à sa taille. Ah non. L'amour, c'est pas qu'une question de taille. Aujourd'hui, on s'installe avec une psychologue donc pour explorer l'amour avec un grand A. On va parler de la thérapie comme un entretien de routine parce que aller voir un psy quand tout va bien, c'est peut-être ça le vrai secret. On explore l'amour sous toutes ses formes, des relations humaines à celles si pures qui nous lient à nos animaux. Et vous savez à quel point c'est essentiel pour moi. Au programme, pourquoi a-t-on cette fâcheuse tendance à swiper d'une relation à l'autre dès la première secousse ? Le choc des générations de la dépendance d'autrefois à l'hyper-indépendance d'aujourd'hui. Et le quotidien. On décortique la charge mentale, la fameuse liste des cadeaux de Noël et même l'astrologie. Spoiler alerte, être bélier ne va pas tout justifier, même si vous êtes de sacrés fonceurs. Et restez bien jusqu'au bout pour notre conseil premier date. On va parler saut en parachute et chimie du cerveau. Et comme vous l'avez si bien entendu, en amour, il n'y a pas que la taille qui compte. Le but, c'est vraiment que tu répondes à la question que tout le monde se pose. C'est quoi l'amour ? Ok. Allez, let's go. Let's go, c'est parti. Déjà, je trouve que c'est un concept hyper abstrait, parce qu'en fonction de... Personne n'a la même définition, en fait, de l'amour. Donc, en fonction de qui on est, de nos sensibilités, de ce qu'on attend, on va le définir déjà différemment. Mais je dirais de manière générale et globale que c'est un sentiment réciproque, logiquement, sain, logiquement, qui convoque, qui nous fait vivre une paix intérieure. Logiquement, quand on est aimé de manière saine, on doit se sentir en paix avec l'autre, en fait. Ok. Ça, c'est ta définition personnelle ? Il n'y a pas de définition psychologique du terme amour. Je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, c'est un sentiment sain dans lequel on est porté et avec lequel on porte l'autre, je pense. C'est ça. D'accord, donc c'est vraiment sur du relationnel entre deux personnes et en réciprocité, du coup, c'est ça ? C'est ça. Ça, c'est l'amour. Avec l'exclusivité, avec l'alchimie, avec la complicité. Mais moi, j'ai demandé à Google la définition de l'amour. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Google, il m'a dit « L'amour est un fort sentiment d'affection et d'attachement envers un être vivant ou une chose, assez intense pour pousser ceux qui le ressentent à rechercher une proximité physique, intellectuelle ou même imaginaire avec l'objet de cet amour. » T'en penses quoi ? J'en pense que c'est très bien défini. Et en thérapie, souvent, quand on parle d'amour, on parle de 3 pôles. Souvent, on parle de la tête, le corps et le cœur. Et dans l'amour sain, en tout cas, c'est quand ces 3 pôles-là sont alignés. Si je choisis l'autre avec ma tête, par exemple, de manière rationnelle, il me correspond en termes de valeurs, en termes de ce que je recherche, des attentes, etc. Donc c'est vraiment très terre-à-terre, sur des critères comme ça. Au niveau de mon corps, si mon corps est attiré par l'autre, s'il y a une chimie qui se crée et si j'ai envie qu'il me prenne dans ses bras, j'ai envie de cette proximité avec lui, etc. Et mon cœur, si ça me fait vivre un petit peu alors peut-être pas des papillons dans le ventre, mais enfin si, peut-être quand même. Mais voilà, si émotionnellement il se passe quelque chose. Et dans pas mal de relations, les 3 sont pas au rendez-vous. Et c'est ce qui crée souvent des soucis. Et pourquoi ? Pourquoi les 3 sont pas au rendez-vous, à ton avis ? Parce que, par exemple, si le cœur s'emballe et que la tête, elle dit non, ça va pas, des fois, on n'a pas trop envie d'écouter la tête. Ouais. Et on y va quand même. Et on y va quand même. Et on se casse la tête. Et pas que. Et du coup, là, dans ces cas-là, c'est pas vraiment de l'amour. Vu qu'il n'y a pas les 3 pôles qui sont activés, on va dire, on pense que c'est de l'amour, ou on peut penser que c'est de l'amour et se tromper. Oui. En fait, s'il n'y a que le cœur, on est pris dans des décharges
d'adrénaline, de dopamine. En fait, au niveau hormonal, viscéral, c'est hyper fort. Mais en fait, tous les ingrédients sont pas là pour créer une relation amoureuse, harmonieuse, dans laquelle on va être bien. Donc, souvent, c'est les amours un peu fusionnels, ça démarre comme ça. Et parfois, il n'y a pas le reste qui suit et qui permet de rentrer dans une relation stable, durable, de qualité, en fait. Parce que le cœur, du coup, c'est l'émotion. Ouais. On suit l'émotion et... C'est le côté viscéral, en fait. Ouais. Ok. D'ailleurs, tu parlais de paix. Ouais. Et j'ai une personne, tu vois, j'ai demandé, comme je te disais sur Instagram, aux gens ce que c'était l'amour, pour pouvoir en parler pendant le podcast. Et Aline a répondu, moi j'ai beaucoup aimé sa réponse, ça commence par être bien avec soi-même, être en paix et libre. Et du coup ça me fait écho avec ce que tu dis justement d'être en paix. Et après dans la liberté, moi j'entends aussi l'équilibre, tu sais. Enfin on est, pour moi quand t'es en couple, si on reste vraiment sur l'amour amoureux, le couple en tant que tel, t'as trois personnes. T'as la première personne, la deuxième personne et le couple. Et du coup, pour moi, ce que j'entends dans la liberté, c'est justement la liberté de toujours avoir ces trois personnes. C'est ce qui crée l'harmonie, en fait. Que chacun ait sa place. Donc les trois, je suis assez d'accord. Les deux partenaires et puis le couple, il y a trois entités, en fait. Et que chaque partie, chacune des trois parties ait une place qui lui convienne. Par exemple, les couples hyper fusionnels, il n'y a que le couple qui va exister. Donc on va se gommer un peu individuellement. Sur les premiers temps, on parle en amour, on parle de la phase lune de miel, les 8 premiers mois où on est en fusion, en fait, et où on n'a que envie de vivre au travers de l'autre. Sur les premiers mois d'une relation, c'est pas problématique, parce que c'est même normal, on vit à travers l'autre, on s'oublie complètement, etc. Mais au bout de quelques mois, parfois plus tôt, parfois plus tard, mais au bout d'un moment, il faut réussir à donner de la place à ces trois entités et que chacun s'y retrouve, sinon ça dure pas, en fait. Et toi, tu accompagnes des couples dans ton quotidien ou parce que c'est vrai, on n'a pas encore parlé de ça un petit peu. Toi, donc toi, tu es psychologue, oui. De profession. Oui. Et est-ce que tu as des spécialités qui est-ce que tu accompagnes justement dans ton métier? Alors moi, je fais de la psychologie clinique, donc souvent j'ai affaire à des personnes en fait qui vivent des relations de couple plus ou moins saines, plus ou moins équilibrées, etc., etc. Et on voit un petit peu comment elles peuvent composer avec ça si c'est possible. Ouais, de façon individuelle du coup, pas en couple présent en tout cas pendant la séance. C'est ça. Ok. Il y a eu une deuxième réponse de Emmeline qui a dit « Je pense que l'amour peut prendre beaucoup de formes. Je dirais que pour moi, l'amour, c'est surtout celui qu'on partage avec ses amis. C'est aussi celui qu'on partage avec nos boules de poils. » Ça, on va y venir, hein, forcément. Et pour beaucoup, le fait d'être célibataire, c'est être seul, mais je ne suis pas d'accord. On peut être célibataire et être entouré d'amour également. Donc, on va parler aussi des différentes formes d'amour, parce qu'il n'y a pas que l'amour amoureux, il y a l'amour amical, et je ne sais pas comment on peut appeler ça pour... Les animaux, ça porte un nom ou... Je pense pas. Moi, j'y mettrais un mot, mais ça s'appellerait ça que mon avis. En tout cas, l'amour d'un chien, particulièrement, je trouve que c'est inconditionnel. Du chien vers l'humain. Mm-hmm. Ouais, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... Enfin, il s'en fout en fait le chien, enfin le chien, le chat aussi, hein, pareil, mais tu t'arrives le matin avec la gueule en vrac, les yeux encore tout collés comme ça. Le chien, il te regarde et fait « je t'aime ». C'est un truc de fou. Et pourquoi nous on n'a pas ça, nous les humains, tu vois, moi je trouve ça... En fait, au plus je connais mon chien, ça fait 14 ans qu'on est... c'est mon meilleur partenaire, je dirais. 14 ans qu'on est cul et chemise, on va dire ça comme ça, parce qu'il m'accompagne partout, il vient travailler avec moi, etc. Au plus enfin, il n'y a pas un jour où je ne suis pas épatée de l'intelligence émotionnelle dont il peut faire preuve. Et je me dis, c'est quand même dingue comment un animal qui, sur d'autres points de vue...
bah voilà, il n'y a pas l'intelligence humaine qu'on peut avoir. Et je trouve, à mon sens, beaucoup plus intelligent émotionnellement que la plupart des êtres humains que je croise. Et c'est quand même dingue. Mais ouais. Mais il y a une expression qui dit « au plus je connais l'homme, au plus j'aime mon chien ». Et je trouve ça... alors, je trouve ça un peu extrême, parce qu'il y a quand même des gens qui sont de bonnes personnes, hein, oui. encore heureux sur Terre. Mais ça parle. Enfin, je veux dire, quand t'as des animaux chez toi et que tu en prends un minimum soin, que tu fais un minimum attention à eux et que t'as vraiment des interactions avec eux, ouais, là tu te dis, mais ce que je pensais être de l'amour, peut-être que je me suis trompée dessus, parce qu'au final, quand tu vois comment eux nous aiment sous leur forme d'amour à eux, enfin moi je me dis, mais non, c'est peut-être plutôt ça l'amour en fait. C'est ce que eux sont capables de nous donner. Alors enfin, qu'en retour, t'as des gens qui tabassent leurs animaux, et les animaux malgré tout sont pas rancuniers, ou tu vois, ce genre de choses. Après, c'est peut-être une forme de naïveté. Peut-être il y a de la naïveté. Je dirais qu'il y a aussi peut-être une relation de dépendance. L'animal est dépendant de son maître. Donc peut-être que peu importe ce que son maître va faire, il l'a intégré qu'il ne peut pas vraiment vivre ou survivre sans lui. Donc il doit un peu composer avec ça. Mais dans tous les cas, je trouve que c'est assez épatant comment ils sont capables d'aimer de manière aussi entière et saine. Et moi, je dirais vraiment inconditionnelle. Ouais, donc, et c'est sans forcer. C'est naturel. Ouais, c'est ça. C'est du facile. Parce qu'il y a la dépendance, peut-être en effet, envers le maître, mais enfin le maître, le propriétaire, le papa, la maman, peu importe les termes qu'on peut utiliser, parce que bon. Mais tu vois, moi, mes chiens, j'ai l'impression qu'ils aiment tout le monde. Tu vois, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, avec peut-être un peu de crainte sur les premières approches, parce que ça reste des chiens, pour ma part en tout cas, qui viennent de Roumanie et qui ont vécu des trucs pas forcément évidents, mais je sais pas, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas de jugement, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, et on avance. Mais oui, comme ça. Il y a une espèce de naïveté un peu semblable, similaire à celle qu'un enfant peut avoir finalement, je trouve. Là où nous, humains adultes, et déformés par la vie, on va avoir un petit peu plus de préjugés parfois, de croyances, de stéréotypes qui vont, avant même qu'on soit dans une rencontre, on rencontre l'autre. Quand je parle de rencontre, c'est deux âmes qui se connectent. On est peut-être déjà même sur la défensive. Tu penses qu'il y a des gens qui pourraient, à cause de leurs préjugés justement, passer à côté du grand amour, enfin de l'amour avec un grand A, tu vois, de se dire putain, il a une crête, il aime le métal, il me fait peur, je suis sûre qu'il fait des sales trucs, alors que en fait peut-être pas du tout, tu vois, c'est encore une fois, c'est un préjugé, et que ça pourrait être un dommage. Je suis même quasi certaine que... Et je pense que tous, on passe parfois à côté de belles rencontres parce qu'on se dit cette personne est trop ci, pas assez ça, etc. On a des exigences qui évoluent en fonction de notre niveau de maturité, notre âge, nos expériences. Nos critères ne sont pas les mêmes en amour à 50 ans qu'à 20 ans, je pense. Je pense qu'à 15-20 ans, si l'autre il est beau et qu'il est drôle, c'est bon. À 50 ans, ça devient un petit peu... Il faut qu'il soit drôle, beau et riche, quoi. En tout cas, c'est un petit peu faible en termes de critères. Oui, forcément, selon l'âge, ta maturité et ce que tu veux dans ta vie, parce que forcément, on n'a pas les mêmes envies que quand on était plus jeune. Tu peux avoir des critères qui diffèrent, mais ces critères, ça peut être parfois des freins, je trouve. Ah oui. Tu vois, tu peux rencontrer quelqu'un qui, dans ton idéal, ne coche pas toutes les cases et qui, en fait, pourrait te faire vivre une vie de zinzin, mais Mais oui. tu passes à côté. Complètement. Et je pense que... Et c'est pour ça...
Je fais un peu, c'est pas de la pub que je suis en train de faire, mais c'est pour ça que je pense que c'est hyper important de faire une thérapie. Je le conseille vraiment à tout le monde. De pas juste aller consulter parce qu'il y a un mal-être, mais vraiment dans cette phase où on devient jeune adulte, de faire un vrai travail sur soi. Pourquoi ? Parce que quand c'est pas fait, inconsciemment, on va être attiré et on va attirer des personnes qui vont venir combler ou des manques chez nous. Donc, c'est-à-dire qu'en amour, on va chercher ce qui nous a toujours manqué, ou on va aller chercher ce qu'on a toujours connu. Et c'est pas forcément ce qui est bon, en fait. Si on n'a pas été aimé comme il fallait petite fille, si on a été, je sais pas moi, si on a manqué de respect, par exemple, eh ben on va aller rechercher une relation dans laquelle il y a ça, parce qu'on connaît, et que on sait comment réagir face à ça. Ou alors on peut chercher l'opposé, justement. Ou alors on peut chercher l'opposé, mais ce qui me dérange, c'est quand on n'a pas fait de travail sur nous-mêmes, on recherche souvent l'extrême opposé. Donc on va rechercher quelqu'un qui va nous idéaliser, qui va nous mettre sur un piédestal, quelqu'un qui va nous voir comme une princesse, une reine, etc. Et en général, quelqu'un qui nous idéalise aujourd'hui, c'est quelqu'un qui nous diabolise demain, en fait. Et on peut tomber sur des personnalités qui sont capables de souffler le chaud, le froid, et ça peut être très, très, très toxique. Oui, donc en gros, c'est un petit problème psychologique, du coup, qu'on attire dans ces moments-là. C'est ça. Que si on fait un travail sur soi, on va avoir tendance à se méfier des extrêmes. De toute façon, les extrêmes sont jamais bons. C'est ça. Dans plein de sujets différents, c'est jamais bon, mais du coup, ça permet de doser. Mais j'avais une question justement pour toi par rapport à ça. J'ai entendu des gens me dire il y a pas longtemps, non, allez voir un psy, moi on m'en a déjà parlé, clairement ça m'intéresse pas, ça me fait peur. Enfin, c'est un truc, c'est juste pour ouvrir des portes et te torturer l'esprit sur des sujets qui te tiraillent depuis toujours. Alors, t'avais pas idée que ça te tiraillait, mais en gros, ça réveille des choses qui étaient bien endormies. Parce que c'est pas évident, tu vois, je trouve, de passer la porte d'un cabinet, d'avoir un psy et de dire coucou, j'ai besoin d'une thérapie. C'est pas évident de se dire j'ai peut-être des problèmes à régler, j'ai peut-être des portes à ouvrir et à refermer derrière. C'est vrai que c'est pas évident. Et il y a deux types enfin, il y a plusieurs types de demandes, mais il y a vraiment deux grandes catégories. Il y a les gens qui viennent parce qu'ils ont un besoin, une souffrance, un vrai problème avec quelque chose. Il y a un symptôme vraiment qui est dérangeant et pour lequel ils viennent. Donc ça, c'est une partie. Et puis l'autre partie, ce dont je parlais plus, c'est juste venir faire une analyse perso, en fait, de comment je suis, un check-up. comment exactement. Une fois, j'ai eu un client qui est venu. J'ai trouvé ça extraordinaire ce qu'il m'a dit. Il m'a dit bonjour. Écoutez, je viens parce que je vais bien, tout va bien, mais c'est vrai que une fois par an, j'aime bien aller voir un psy pour faire un peu un check-up. Il m'a dit ce mot-là, c'est pour ça que ça fait écho. Voilà, poser un petit peu les choses et voir s'il n'y a pas des choses qui émergent, etc., etc. On a fait la séance et il est reparti, il m'a dit merci, ça m'a fait du bien et je vais voir si ça réveille des trucs et puis sinon, à l'année prochaine. J'ai trouvé ça extraordinaire. Trop bien. C'était il y a combien de temps, plus ou moins? Je dirais 1 an, quelque chose comme ça. Peut-être il va revenir ou pas? C'est ça la grande question. Peut-être. Teasing, est-ce qu'il va revenir? Affaire à suivre. En tout cas, il n'est pas venu dans l'année, donc peut-être que vraiment il va très bien. Peut-être. Mais du coup, ça peut faire peur, oui. Et en même temps, il faut que ce soit avec la bonne personne. Il y a des... En psychologie, déjà, il y a des courants, il y a énormément de courants différents. Donc, on a des méthodes de travail qui sont très, très, très différentes en fonction de notre courant. Tout ne convient pas à tout le monde. Et après, il y a aussi la personnalité du psy qui influe énormément sur comment la thérapie va se dérouler. Donc, je pense qu'il faut trouver la personne et l'endroit qui nous convient. Et ça peut faire peur.
Il y a un temps pour tout. Il faut aussi s'écouter. Si vraiment on est réfractaire, je pense que c'est pas le bon moment. Si on est trop vulnérable, on va pas être prêt à aller sortir des vieux... Ouais. Des vieux dossiers qui vont titiller. Des vieux démons qui traînent. Donc voilà, il faut aussi s'écouter un petit peu. Mais il faut pas les laisser ad vitam aeternam dans le tiroir, parce que c'est ça, en fait, tout ce qui est pas réglé, ça impacte nos choix de vie, et généralement pas positivement, quoi. Donc, et puis l'entourage aussi. Parce que moi, j'ai entendu aussi une phrase que j'ai trouvée tellement vraie, malheureusement. C'est les gens qui vont voir un psychologue aujourd'hui, c'est pas pour régler leurs propres problèmes, c'est pour passer au-dessus du comportement des autres personnes qui ont eu des problèmes et qui ne veulent pas les régler. Et qui font subir, tu vois, par des mauvaises actions, par des mauvais comportements, des mauvaises paroles, etc. Sur d'autres personnes qui, elles, au bout d'un moment, n'en peuvent plus et vont voir un psy pour dire j'en peux plus, je me sens à fleur de peau, etc. Et quand tu creuses, tu vois qu'en effet, il y a quelqu'un derrière qui fait un peu... qui fout un peu le bordel. C'est ça. Et qui, très souvent, cette personne n'ira jamais consulter. C'est ça. Et du coup, comment t'arrives à convaincre quelqu'un qui a des problèmes et qui n'en a pas conscience ? Tu vois, dans un sens. La personne, elle va toujours dire ouais, mais en fait, si je suis en colère, c'est parce que ça va pas, c'est parce que un tel ceci. Tu vois, t'as des gens qui vont toujours rejeter la faute sur l'autre, sur d'autres, sur l'autre ou sur l'État ou sur plein de trucs, et qui, au final, pour moi, n'ont peut-être même pas la capacité de se rendre compte un jour, peut-être que j'ai un truc à régler. Bah, ce qu'il y a, c'est que la remise en question, c'est une vraie capacité psychique. Et certains ne l'ont pas. Donc, il faut le savoir. Genre jamais. Never. Never de never. Et en fait, ce qui est très déroutant et très déstabilisant, c'est que c'est pas forcément corrélé avec l'intelligence. C'est-à-dire que tu peux avoir en face de toi un directeur de multinationale qui est hyper intelligent et époustouflant et qui est psychiquement incapable de se remettre en question. Parfois, les gens ne comprennent pas quand la personne est intelligente, qu'elle ne sache pas faire ça. Et parfois, il y a des personnes qui pourraient le faire et qui n'ont pas envie de le faire. Mais la première étape, c'est déjà de conscientiser que soit elle n'a pas envie de se remettre en question, donc soit elle est vraiment dans des mécanismes défensifs qui vont toujours projeter la faute sur l'extérieur, parce qu'en fait, narcissiquement, c'est pas possible que moi, je sois la source de ce qui va pas, en fait. C'est toujours l'autre, parce que moi, je suis parfait, forcément. Si je suis narcissique, tout va bien chez moi. Mais au-delà de ça, il y a des gens qui sont même pas capables psychiquement de le faire. C'est même pas un problème d'ego, au final. C'est juste des réflexes. Des réflexes et des vraies capacités, en fait. Il y a des gens qui sont incapables de faire cette élaboration. C'est-à-dire que il y a plusieurs formes de communication. Il y a la communication et la métacommunication. Quand on communique, c'est toi et moi, là on est en train de parler d'un sujet, de l'amour, etc., de la remise en question. Et métacommuniquer, c'est communiquer de comment on communique. Tiens, Cindy, la dernière fois, tu m'as dit ça comme ça m'a un peu... Ça m'a titillé, je dirais pas que ça m'a vexé, mais ça me travaille, etc. Ah bah oui, qu'est-ce qui t'a dérangé ? Et en fait, on voit comment on peut réajuster les choses. Ce niveau-là, tout le monde n'y a pas accès. Et en fait, se remettre en question, il faut accéder à ce niveau-là. Il faut se dire, mince, quand je lui ai dit ça, je l'ai vu... son corps se fermer, elle était un peu sèche après, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que j'ai dit un truc qui l'a vexé, est-ce que ça vient d'elle, est-ce que ça vient de moi, est-ce que ça vient de nous, ça c'est pas accessible à tout le monde, quoi. Ouais, t'as des gens qui vont plutôt se dire oh, c'est bon, elle s'est vexée mais elle a pas d'humour, quoi. C'est son problème, ou elle est trop sensible. C'est chaud. Je trouve ça tellement chaud. C'est un truc de fou. Elle a qu'à pas être si sensible. Et en fait, qu'est-ce que ça permet ? Ça permet de n'avoir rien à réajuster. Ouais, parce que c'est une sorte d'aveu de faiblesse aussi, de se dire
c'est moi le problème ou c'est ma communication le problème ou j'ai des problèmes, tu vois, même tout simplement à gérer. C'est un aveu de faiblesse pour certaines personnes. Oui, c'est ça. Et il y en a pour qui narcissiquement, c'est pas possible de se dire, c'est peut-être moi qui ai employé un ton insultant ou vexant. Non, moi, je fais tout bien et si ça va pas, c'est elle qui a des problèmes. Elle est trop émotionnelle et puis voilà. Il y a des gens qui sont pas capables de porter la responsabilité de quoi que ce soit, en fait, de se dire, je suis peut-être aussi en partie responsable. Parce que oui, on peut être en face de quelqu'un d'hypersensible. C'est pas toujours facile de composer quelqu'un d'hypersensible si on n'a pas le même niveau de sensibilité. Mais franchement, 98% des cas, la responsabilité, elle est commune. C'est comme dans une relation, quoi. Une communication, c'est dans les deux sens. C'est ça. Pour revenir sur le sujet de l'amour, est-ce que tu penses que ça dure 3 ans ? Dis-le si je t'emmerde avec mes questions. Pas du J'en tout. ai d'autres qui vont t'emmerder comme ça, t'inquiète. J'espère pas que ça dure 3 ans. Mais non, parce qu'il y a eu un film sur ça, il y a eu toute une théorie sur ça, du coup, suite au film, ou le film a peut-être fait suite à la réflexion, je sais pas dans quel ordre ça s'est fait, mais je sais qu'il y a eu une grosse réflexion sur ça à un moment. L'amour dure 3 ans. Tu vois, comme tu me disais, il y a une période de lune de miel. Plus ou moins sur les 8 premiers mois, approximativement parlant. C'est ça. Alors, je sais pas si c'est 3 ans, mais en tout cas, je pense que une fois qu'on passe la lune de miel, là, on est hyper fusionnel, etc. Après, on fait toutes les premières fois, les premières vacances, si on veut acheter une maison, si on veut acheter je sais pas moi, une voiture, faire un enfant, des voyages, etc. Et peut-être que ça nous tient un peu. Et je pense que dans toute relation amoureuse durable, au bout d'un moment, il y a des choses qui s'essoufflent. Et la question, c'est quand ça s'essouffle, donc peut-être au bout de 3 ans en moyenne, il y a peut-être des statistiques autour de ça, je sais pas, mais c'est comment on gère. C'est-à-dire quand... Et souvent, c'est au niveau peut-être du cœur, au niveau viscéral, quand les sentiments, l'amour se transforme en un attachement et qu'il y a peut-être moins de papillons, etc. Comment on gère, qu'est-ce qu'on en fait ? Et... c'est pas possible, je pense, de rester amoureux comme au premier jour toute une vie. Moi, j'aime bien différencier l'amour de l'attachement. L'amour, pour moi, c'est vraiment la sensation, les papillons dans le ventre, je l'aime, j'ai envie d'être avec lui, etc., etc. Ce qui fait qu'on se met avec une personne. Et après, à force de vivre des choses avec la personne, à force de... Voilà, elle fait partie de notre monde, notre univers, on se voit plus sans elle, etc., il y a cet attachement qui se crée. L'attachement, une fois qu'il est là, il part plus. On a construit des choses et la personne fait partie de notre vie, mais l'amour, lui, il est fluctuant. Ça va, ça vient. Et donc, du coup, quand on a des downs, qu'est-ce qu'on fait pour réalimenter ça ? Est-ce qu'on est attentif déjà à ça ? Ouais. Je pense que l'erreur de certaines personnes, c'est de se dire si les sentiments ils partent, c'est que c'est pas lui ou c'est que c'est pas elle. Next. Ouais. Et puis comme si l'autre me fait plus vivre cette espèce d'émulsion là où je me sens bien et donc c'est que c'est pas la bonne personne et allez on passe à autre chose. Or en fait c'est des sensations qui sont forcément passagères et donc du coup il faut mettre un peu de notre énergie pour redynamiser tout ça. Mais du coup, il faut le vouloir, il faut être 2 à le vouloir. Ouais, mais tu vois, les générations précédentes, par contre, c'était pas du tout ça. Il y avait forcément le qu'est-ce qu'on va penser si on divorce, parce qu'il y a des cas où clairement les personnes ne peuvent plus être ensemble et où c'est juste plus possible, plus personne se retrouve et s'y retrouve. Mais là, je trouve qu'on a plutôt tendance à, comme tu dis, dire c'est que c'est pas la bonne personne, donc à jeter, plutôt que aller faire un petit effort, essayer de comprendre ce qui se passe et comment on fait pour relancer la relation, relancer les sentiments. Et avant, il y avait pas ça, tu vois. Je trouve que la tendance, elle a basculé, mais du tout au tout, quoi. Après, les enjeux sociétaux, culturels étaient différents.
il y avait le côté de la foi religieuse était beaucoup plus ancré déjà. Donc quand on est croyant et qu'on s'engage devant Dieu, il y a vraiment ce tiers qui se dit j'ai décidé d'aimer cette personne et j'ai décidé d'en prendre soin et je le dis devant Dieu. Et alors si on croit en Dieu, c'est quand même un engagement fort et c'est un engagement à vie. Et donc on le fait en connaissance de cause. Je sais qu'il y aura des hauts et des bas, mais jusqu'au bout, je serai loyale à cette personne-là. Déjà de 1. De 2, je pense qu'il y a le côté aussi qui est un petit peu moins mignon, mais où dans les couples, il y avait une dépendance qui était beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que très souvent, l'homme gérait les finances et la femme était dépendante financièrement de son mari. Le mari était dépendant logistiquement de sa femme, c'est-à-dire que souvent, en tout cas, gérer la maison, les enfants, toute la logistique, la charge mentale, etc., il ne savait pas. Et donc, en fait, c'était une vraie équipe qui pouvaient soit fonctionner très bien, soit être hyper toxiques, mais ils étaient coincés. Parce qu'en fait, ils avaient besoin l'un de l'autre pour coexister. Les rôles étaient complètement clivés. Toi, tu t'occupes de ça à 100% et moi, je m'occupe de ça à 100%. Et en fait, ils ne savaient pas gérer le taf de l'autre. Donc, ils avaient besoin d'être deux. Aujourd'hui, on est des générations où les femmes, et heureusement, elles se sont émancipées depuis un moment, etc., etc. Financièrement, elles gagnent autant, voire plus que leur mari. Et donc, ça peut créer un déséquilibre si on ne fait pas équipe. Parce que du coup, les rôles sont, dans l'idéal, partagés 50-50 sur tous les points. Oui, mais c'est un leurre. Où est le piège? Après, c'est chacun son avis, mais moi, j'y crois pas du tout au 50-50. Et je pense qu'on se tire une balle dans le pied si on cherche à faire moi j'ai fait ça, il faut que tu fasses ça, etc., etc. Ah oui, non, pas dans ce sens-là. Mais parce que tu vois, tu vas avoir des affinités dans le quotidien, je parle vraiment dans la routine du quotidien, tu vas avoir des affinités sur certains points, juste dans la gestion de la maison par exemple, et l'autre personne va avoir plus d'affinités sur d'autres points. Donc ça va pas être moi j'ai vidé le lave-vaisselle hier, c'est à toi de le faire aujourd'hui. Ça va être plus sur la répartition pour que chacun s'y retrouve dans son affinité par rapport aux tâches et par rapport à la quantité. Pour moi c'est ça le 50-50, tu vois. C'est une question d'équilibre. Toujours. Après, est-ce qu'on a 50-50 ? Est-ce qu'on a 60-40 ? Est-ce qu'on a 70-30 ? Tant que l'équilibre convient aux deux, en soi, peu importe. Mais il faut que ça convienne à tout le monde. Et c'est, je pense, un peu plus délicat à trouver. Parce qu'en fait, avant, les choses étaient genrées. Donc on savait, même petite fille, on nous apprenait à repasser, à ci, à là. Parce que ce sera notre boulot, en fait. Là, c'est un peu plus complexe parce que tout le monde travaille, mais quand même, inconsciemment, tout ce qui est en rapport avec la maison, tout ça, ça revient quand même un peu plus à la femme. Donc du coup, elle travaille autant que son mari, elle a souvent une charge mentale plus élevée, et donc forcément, au bout d'un moment, c'est déséquilibré en fait. C'est ce qui est peut-être un petit peu plus difficile aujourd'hui. Alors c'est bien parce que les choses sont moins genrées. Mais il y a quand même des choses qui sont pas comprises d'un côté et de l'autre. Par exemple, la charge mentale, t'as des mecs qui vont dire ça n'existe pas. C'est une invention de la femme. Mais oui, mais quand on vit pas quelque chose qui est abstrait, on peut penser que ça n'existe pas. Voilà, des hommes qui n'ont jamais dû porter cette charge mentale parce que quelqu'un l'a toujours fait pour eux, peut-être leur mère, peut-être leur sœur, peut-être je ne sais qui, après leur petite amie, après... Ben oui, pour eux, ça n'existe pas. Ils n'ont jamais composé avec ça, mais non, ça existe bel et bien. Il y a des études scientifiques d'ailleurs qui le prouvent, donc à ces messieurs, écoutez-nous bien. Vous pouvez aller lire sur Internet, il y a plein de trucs. Mais c'est difficile, du coup, quand c'est pas concret, de légitimer quelque chose auprès de l'autre. Et du coup, tu parles du fait de genrer certaines tâches, etc. Et les couples homo, à ton avis, comment ça se passe ? Très bonne question. Je
pense je sais pas trop comment ça se passe, mais j'imagine qu'ils se débrouillent un petit peu comme les couples hétéros d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus... De moins en moins. La femme fait la vaisselle, l'homme sort les poubelles. De moins en moins. De moins en moins. De moins en moins. Après, il y a toujours des cas un peu à part qui vont être, entre guillemets, bloqués sur ces anciennes traditions, anciennes pensées, etc. Mais oui, ça se fait de moins en moins. Ben oui. Mais c'était repérant. On savait qui devait faire quoi. C'était inimaginable d'imaginer l'inverse, en fait. Ouais. Donc, c'était peut-être pas toujours très adapté, mais au moins, c'était repérant. Ça, c'est mon boulot, et voilà. Là, c'est plus le cas pour les couples hétéros, c'est pas non plus le cas pour les couples homos. Je pense que c'est au feeling et en fonction des affinités des uns des autres. Mais du coup, ça nécessite d'être constamment en train de communiquer sur moi, je vais gérer ça, est-ce que c'est OK pour toi qui fait quoi, comment, quel niveau d'intensité. Et du coup, il faut être bon dans la communication. Et tu penses que c'est plus facile pour un couple homo qu'un couple hétéro, ça ? Alors là, non, je pense que ça... Enfin, je pense que non. Je pense que c'est plus facile pour un couple qui communique bien. Parce que tu vois, je me dis, dans un couple homo, que ce soit femme-femme, homme-homme, pour partir sur justement les activités un peu genrées, je vais prendre le burin et je vais péter le mur, je vais faire les travaux, etc. J'ai envie de te dire, t'as une sensation de même niveau. Sur l'expertise, la force, etc. Et peut-être que dans un couple hétéro, la femme, elle va plus difficilement dire à son mec écoute chérie, je vais prendre le burin et je vais péter le mur, c'est moi qui fais les travaux. Et tout de suite, tu vois, on va partir dans des clichés, je trouve, de on sait qui porte la culotte. Enfin, tu vois, donc je me dis que ça doit pas être facile dans un couple hétéro, en tant que femme, de dire à son conjoint je vais faire quelque chose qui est genré pour les hommes, ou pour les hommes de dire à sa conjointe je vais faire quelque chose qui est plus genré, je mets des guillemets, on verra bien à la caméra parce que c'est quand même des gros guillemets, mais qui est des choses qui sont plus genrées pour la femme, tu vois. Et je me dis que ça doit être peut-être un peu plus compliqué dans la communication d'affirmer certaines choses comme ça. Je pense que ça peut l'être parfois, mais ça dépend du couple et des croyances qu'ils ont. C'est-à-dire que un homme peut très bien trouver ça admirable, que sa femme l'aide à faire les travaux, et il peut très bien dire à ses potes purée, moi j'ai trop de chance, elle a fait ci, elle a fait ça, elle m'a pas attendu, elle a commencé les peintures, truc. Elle est vraiment extraordinaire en fait. C'est ma femme, elle est dans son énergie féminine quand il faut, mais quand il faut mettre les mains dans le cambouis, elle est là aussi. Et inversement, une femme, elle peut être touchée par le fait que son homme, il ait pensé à je sais pas, à acheter les cadeaux de Noël pour tout le monde. C'est souvent les femmes qui font ça. Qu'il ait eu des idées perspicaces, parce que c'est souvent les femmes qui ont des idées perspicaces pour les cadeaux. Et en fait, ça peut être très bien vu et très bien accueilli, mais ça dépend des croyances de chacun. Après, c'est clair que sur des couples avec des croyances plus rigides, plus machistes, etc., ça peut générer d'autres réactions, mais c'est un gros sujet quand même. L'amour, mais c'est quoi l'amour du coup ? J'ai vu aussi que l'amour le plus fort que l'on pouvait ressentir, c'était l'amour parental. D'un parent pour un enfant ? Ouais. Du coup, je me suis dit, mais ça veut dire que les gens qui n'ont pas d'enfants et qui n'en ont pas ne connaîtront donc jamais un amour vraiment très fort ? Je pense que si on le connaît pas, ça va. Moi, je sais que j'ai un enfant et que le jour où je l'ai mis au monde, je me suis dit ah ouais, c'est ça que mes parents ressentent pour moi. Et en fait, avant de vivre ça, c'est vrai que je pensais pas qu'on pouvait aimer autant. En fait, c'est viscéral. Mais c'est de l'amour ou c'est un sentiment aussi de responsabilité ? C'est les deux. Et plein d'autres choses. Parce que t'es quand même hyper responsable. Enfin, c'est un petit être humain et t'es responsable de tout autour de cet être humain. Donc, je me suis dit, tu vois, comme on disait tout à l'heure, les trois pôles, justement,
Est-ce que ça regroupe vraiment les trois? Est-ce qu'il n'y en a pas un plus que l'autre? Est-ce que l'amour parental, c'est vraiment le plus fort? Pour moi, ça regroupe pas les trois. C'est-à-dire que c'est le cœur et c'est tout. Mon fils, il peut être à l'opposé de ce que j'apprécie au niveau rationnel chez quelqu'un. Il peut avoir des valeurs qui sont à l'extrême inverse. J'arriverai pas à ne plus l'aimer. C'est viscéral, c'est mes tripes en fait. Donc il n'y a pas le corps parce qu'il n'y a pas l'attraction physique, il n'y a pas le... Pour moi, il n'y a pas la tête, parce que quand je regarde ces mamans de tueurs en série, par exemple, je me dis comment est-ce qu'elles font. J'ose même pas imaginer ce qui se passe en elles. Mais je sais que peu importe. Bien sûr que je vais être beaucoup plus flattée, beaucoup plus apaisée si mon fils a les mêmes valeurs que moi. Dans les grandes lignes, qu'il aime pas les mêmes choses, tout ça, c'est pas grave, mais en tout cas qui respecte en tout cas des valeurs fortes chez moi, ça va me toucher. Parce que tu lui auras transmise. En partie, j'aurais fait de mon mieux pour lui transmettre, mais en fait je sais bien que si demain il décide d'être l'extrême opposé de ce que je lui transmets, s'il décide d'être tout ce que je n'aime pas, je vais l'aimer. Donc t'es en lune de miel jusqu'à la fin de tes jours en fait quand t'es... J'ai pris perpète. Mais tu vois, ça a pas l'air positif. J'ai pris perpète. La prison, c'est pas des sentiments. La prison de l'amour parental. Après, je vais peut-être pas accepter, je vais peut-être être en colère, je vais peut-être être déçue, mais les sentiments resteront. Ah ouais. Mais il y a que dans l'amour parental, du coup. Tu penses qu'il peut y avoir ça, ou on peut avoir ce genre d'amour aussi viscéral et aussi éternel dans une relation amoureuse, dans une relation amicale ou... Moi, je pense pas. Après, même au niveau familial, je pense qu'un parent, si vraiment il va à l'extrême opposé de on peut s'éloigner, etc. En tout cas, personnellement, c'est pas la psy qui parle, mais pour moi, il y a qu'avec son enfant qu'on peut... Parce que c'est comme ça. C'est à perpétuité. Quoi qu'il arrive. En amour, non. Il y a des conditions. On aime l'autre, mais parce qu'il respecte certaines conditions. Les amis, c'est pareil. Et la famille, c'est pareil. En amour par rapport aux conditions, il y a un truc qui n'était pas du tout rationnel, on va dire. C'est l'attraction amoureuse selon ton signe astrologique. Je me suis dit, ce serait bien d'avoir l'avis quand même d'une psychologue à ce propos, parce que je trouve qu'en psychologie, on est quand même en grosse prise de recul et assez terre à terre, même si on parle de sentiments qui sont des choses quand même hyper abstraites. Et ce côté astrologie, tu vois, t'es tel signe, tu vas plus t'entendre avec tel signe parce que trait de caractère, parce que ceci, parce que cela. Pour toi, c'est quoi? C'est biaisé, ça peut être ok. Il y a des trucs qui sont vrais, ou t'en penses quoi, toi? Moi, je m'y connais pas du tout assez en astrologie pour avoir un avis pertinent sur la question. Je sais que, comme tout le monde, ça peut m'arriver de lire mon humeur du jour, mais les astres, c'est une chose. Mais je pense que ce qui va faire que ça connecte entre deux personnes, c'est bien plus grand que tout ce qu'on peut intellectualiser de quelque forme que ce soit. Donc pour les croyants, soit c'est spirituel, soit c'est le destin. J'y croirais, je serais plutôt là-dessus. Mais on dit qu'il y a des compatibilités plus accrues que d'autres. En fait, il y a vraiment comment on s'aime, ce qu'on contrôle pas, en fait, ce qui se passe de manière inexpliquée dans une rencontre. Et après, est-ce que les personnalités et les valeurs sont compatibles? Donc rien à voir avec le signe astro. Ouais. Moi, en tout cas. Vous entendez, ça n'existe pas, les compatibilités astrologiques. Arrêtez avec ça. Arrêtez de nous dire ouais, mais non, mais c'est un bélier, je suis pas sûre. Je suis poisson, calme. Non, mais il est bélier, ça peut pas le faire. Il est trop fonceur. Mais tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un peu dommage parce que c'est des préjugés. Après, à voir, si ça se trouve, c'est totalement fiable et totalement vérifiable, etc. Je m'y connais pas assez non plus. Mais
partir sur des... C'est des clichés qu'on peut avoir aussi. Mais oui. Ça peut être freinant. Ça peut être freinant, et puis ça peut être... on peut foncer tête baissée dans une relation certaine parce que le signe astro a dit que... Ouais, alors qu'en fait, c'est le gros bordel. Et en fait, je pense que les gens, ils ont besoin d'avoir des feux verts ou des feux rouges, qu'un signe, que quelque chose leur dit si c'est bon, ou non, vas-y pas. Parce qu'en amour, on est hyper insécurisé. C'est quand on aime, au plus on aime, au plus on a de l'angoisse aussi. C'est fort ce qui se passe, ça me dépasse. L'autre prend une place trop importante, je vais perdre mes moyens, je vais perdre le contrôle. C'est hyper déstabilisant. Et donc, du coup, on peut vite s'accrocher à... Ouais, mais bon, il est poisson, donc ça va bien se passer. Ouais, il y a un côté rassurant. Oui, parce que l'amour, ça dépasse. Et aussi, quand t'as vécu quelques échecs amoureux avant, pour moi, je trouve que tu dois accepter le fait que tu es toujours vulnérable et que tu prends un risque quoi qu'il arrive, même si tu te sens bien avec quelqu'un et que tous les feux sont au vert sur tes 3 pôles de l'amour, tu acceptes de possiblement soit vivre ta best life, soit un moment être déçu, parce que c'est ça aussi l'amour, je trouve. Tu vois, d'accepter qu'on peut être vulnérable et que ça peut un jour nous faire du mal, mais d'aimer quand même et de le vivre, en fait, cet amour. Mais oui. Et de toute façon, je pense qu'il faut accepter que l'autre va nous décevoir. Parce que dans toutes les relations les plus saines possibles, aimer, c'est aussi souffrir par moments. C'est aussi être déçu, c'est aussi... l'autre, il n'est pas là où on l'attendait. Et en fait, c'est des désillusions, en fait. Et je trouve que si l'autre était parfait, est-ce que c'est de l'amour ? C'est-à-dire que si tu me ramènes le plus bel homme du monde, le plus intelligent, le plus drôle, le plus riche, le plus bienveillant, le plus tout, je vais l'aimer. Mais est-ce que je l'aime ? Tout le monde l'aimerait. Il est parfait. Alors que voilà, dans une relation, l'autre, des fois, il n'est pas au rendez-vous. L'autre, par moment, il est maladroit. Par moment... Alors, je parle de traits qui ne sont pas toxiques et de petits défauts du quotidien. Et en fait, si malgré tout ça, on continue de s'aimer, pour moi, c'est ça, l'amour. Après, tu vois, que l'autre soit pas au rendez-vous sur un point, ça peut être lié à diverses raisons. Peut-être parce que cette personne n'est pas sensible à certains contextes plutôt que d'autres. Alors que, tu vois, dans d'autres contextes, en contrepartie, la personne serait hyper présente. Peut-être que ce jour-là, la personne n'était pas dans un bon mood. La maladresse, j'ai envie de te dire, je pense qu'on en fait un peu tous les jours, presque. C'est pas... tu vois, c'est pas des déceptions volontaires. C'est pas la personne, elle a un tempérament méchant ou malveillant. Tu vois, pour moi, c'est des petits oups de l'humain, vraiment de l'humain, parce qu'on est hyper imprévisible, même si on se connaît, on peut toujours avoir des réactions, des émotions un peu plus fortes ou un peu moins fortes que d'autres. Est-ce que c'est vraiment une déception au final de se dire oui, je suis avec un être humain et moi-même je suis un être humain, et en tant qu'être humain et être unique, est-ce que c'est pas juste normal de parfois ne pas être aligné ? Oui, mais c'est du coup... c'est un peu ce que je disais, dans le sens où aimer quelqu'un, quand on aime, il y aura des déceptions. Après, il y a des niveaux d'intensité dans les déceptions, effectivement. Si tous les jours, et c'est pour ça que j'ai pas parlé des traits toxiques, etc. Mais c'est ça, l'amour. C'est aussi, on est avec un autre être qui est imparfait et qui va parfois nous décevoir, et on va le décevoir, et c'est accepter qu'il va pas toujours répondre à tous nos besoins, parce que il peut y avoir des personnes qui sont dans cette quête-là de la perfection, et puis dès que l'autre n'est plus au rendez-vous, c'est pas le bon, et puis c'est un peu cette façon de voir un peu de consommation, etc., au travers des relations. Ouais, parce que tu vois, quand tu me dis justement les gens qui, à la première déception ou quoi, ils vont se dire c'est pas la bonne personne, moi j'imagine quelqu'un qui swipe, en fait. Tu sais, clairement, comme sur les réseaux aujourd'hui, c'est tu regardes vite fait la vidéo, ça t'intéresse pas, tu swipes. C'est un réflexe, je trouve,
qu'on a de plus en plus de dire allez, suivant, que ce soit dans les relations ou dans d'autres contextes. Ça peut être compliqué. Quelqu'un qui est dans ce fonctionnement-là, il n'est pas prêt pour une vraie rencontre. Il est centré sur lui, sur ses besoins, et il veut quelqu'un qui va combler ses besoins. Quand on est prêt à rencontrer une personne, bien sûr qu'on a des attentes, mais on est prêt aussi à donner, on est prêt à vivre des petits couacs, et on est prêt à composer avec tout ça. En fait, on est prêt. Donc il faut s'aimer avant de pouvoir aimer. Tu penses? Avant de pouvoir aimer sainement, ouais, je pense qu'il faut s'aimer un minimum. En tout cas, être bien avec soi et justement, les personnes trop exigeantes, peut-être aller suivre une thérapie pour savoir d'où vient cette exigence, où sont les trous à combler et voir un petit peu comment on peut régler ça avant de vous lancer dans une relation. S'il vous plaît, soignez-vous. Allez voir quelqu'un, parlez, faites en sorte d'être OK dans votre tête et après, vous irez dans une relation. Arrêtez de faire de la merde, s'il vous plaît. C'est ça. C'est un peu l'idée au final. C'est un peu l'idée. Et j'aime beaucoup Jean d'Ormesson et j'aimais beaucoup ce qu'il écrivait et il a dit un jour, et je suis désolée si j'écorche un peu ce qu'il a dit, mais dans ma mémoire, j'ai une phrase qui disait j'ai beaucoup d'affection pour les gens qui sont très exigeants avec eux-mêmes et très indulgents avec les autres. Et j'apprécie peu les gens qui sont très indulgents avec eux-mêmes et qui sont très exigeants avec les autres. Je pense, voilà, il y a vraiment de ça. Il faut être assez équilibré. Si on est exigeant avec soi, si on est exigeant avec les autres, il faut aussi l'être avec soi, quoi. Et oui, parfois, c'est pas toujours le cas. Donc oui. Oui, parce que même, ne pas être exigeant avec soi, c'est une façon aussi de s'oublier peut-être un peu trop. Dans quel sens ? Dans le sens où, tu vois, t'es pas exigeant avec toi, mais t'es exigeant avec les autres. Du coup, si t'exiges pas beaucoup de toi, est-ce que c'est pas une façon de t'oublier, de t'effacer pour vivre plus à travers l'autre en amour ? Je sais pas si c'est une manière de t'oublier, mais en tout cas, c'est d'oublier ta part de responsabilité. Moi, j'ai rien à faire. C'est à l'autre de revenir, c'est à l'autre de s'excuser, c'est à l'autre de deviner ce que j'ai besoin. Il aurait dû savoir ce qui m'aurait fait plaisir. Il me connaît, il aurait dû réagir, il aurait dû. Et c'est quand même un peu dur. Parce que l'autre, c'est pas Dieu. Il est pas médium non plus. Et donc, du coup, ma part, c'est... Je dois aussi lui dire. J'ai aussi ma part de responsabilité, en fait, dans tout ça. Donc, l'amour, c'est un équilibre. Ouais, il faut trouver un bon coéquipier. Ou une bonne coéquipière. Pour le quotidien. C'est ça. Pour les bons moments et pour les moins bons moments. Et pour les moins bons moments. D'ailleurs, c'est dans les moments compliqués qu'on voit si un couple tient ou pas. Ouais. T'as des projets qui sont des épreuves de vie pour une personne, mais pour un couple. Souvent, t'entends, ce couple-là, ils se sont lancés dans tel projet, ça a explosé le couple. C'est qui tout double, en fait, la difficulté. C'est soit on arrive à la surmonter et on est plus fort parce que, waouh, on a fait ça, quoi, ensemble. Ouais. C'est fou, ça... Et puis, c'est prouvé scientifiquement que quand on vit des choses intenses au point de vue émotionnel ensemble, ça augmente l'hormone de l'attachement et ça augmente le sentiment amoureux. Premier date, les hommes, les femmes, premier date, vous emmenez votre compagnon, votre compagne faire un saut en parachute, c'est bon. Moi, je fais pas ça. Et en fait, vivre quelque chose d'intense émotionnellement avec un autre, ça va vraiment activer l'hormone de l'attachement, etc. Donc, acheter une maison, faire plein de travaux, faire le tour du monde, avoir un enfant, c'est toutes des choses très compliquées, mais qui vont venir nous chercher émotionnellement. Et quand c'est soit on est trop fragile et on va se tirer dans les pattes et se rejeter la faute et on va pas supporter parce que c'est aussi stressant, soit ça va nous souder, quoi. Mais... Ouais, c'est qui tout double. Et est-ce que ça veut dire que les personnes ne sont pas faites pour être ensemble, ou est-ce que ça veut juste dire que ça a été une épreuve qui a été trop compliquée, mais dans un autre contexte, ça aurait été? C'est le couple qui, à ce moment-là, n'est pas prêt à vivre une difficulté.
Donc il y a une question de timing aussi dans l'amour. Ouais, je pense. Peut-être que s'ils avaient vécu la même difficulté 5 ans après, peut-être qu'ils seraient prêts. Peut-être qu'ils n'auraient jamais été prêts parce qu'à deux, ils savent pas gérer la difficulté. Ça, on saura jamais vraiment. Mais en tout cas, à ce moment-là, ils n'étaient pas assez solides ensemble pour le gérer. Ouais. C'est bien dommage. Raté. Et c'est un échec ? C'est un constat. Après, souvent, on le vit comme un échec, mais vaut mieux les faire le plus tôt possible. Vaut mieux se rendre compte le plus tôt possible qu'avec cette personne, c'est pas l'autre forcément qui est mauvais, mais on fait pas un binôme solide face à l'adversité. Et ça, si on s'en rend compte vite, on prend ses dispositions le plus vite possible et avant de prendre trop d'engagement avec cette personne. Ouais. Donc une rupture n'est pas forcément un échec. C'est un constat. Pour moi, c'est un échec quand on ne retire pas de leçons. C'est de se dire l'autre a sa part, mais qu'est-ce que je ferais différemment demain en fait ? Qu'est-ce que j'ai appris de moi, de mes fragilités, c'est quoi la moralité de l'histoire en fait ? Ouais, c'est de l'apprentissage. Ouais, c'est ça. Donc l'amour, c'est de l'équilibre et de l'apprentissage. Et un peu de chimie. Un peu de chimie aussi. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose ? Aimez-vous les uns les autres. C'est beau. C'est beau, hein. Je suis poète à mes heures perdues. Ça vient de toi, ça c'est sûr. Ah oui, je l'ai écrit hier. J'ai préparé le podcast et je me suis dit je vais faire une phrase simple et efficace. Aimez-vous. Ouais. Non, j'ai rien à rajouter. Je pense que c'est un sujet complexe et en même temps, c'est quelque chose dont on peut pas se passer. On a tous besoin d'aimer quelqu'un et d'être aimé en retour. Et donc, je pense qu'au plus on se concentre sur est-ce que j'arrive à aimer sainement, moi, la personne. C'est ça qui est important. Si j'arrive à bien le faire, normalement, j'ai plus de chances d'attirer des gens qui savent bien m'aimer aussi en retour. Est-ce que je sais bien aimer l'autre et est-ce que je veille à ce qu'il m'aime aussi d'une manière saine après le reste Non mais ça t'appartient pas de comment la personne t'aime. Non, mais ce qui t'appartient c'est comment tu réagis si elle le fait pas. Et du coup ça veut dire savoir c'est quoi l'amour sain, parce que la plupart des gens qui sont dans des relations toxiques sont même pas au courant que c'est pas normal ce que l'autre fait. Donc ça nous appartient de se renseigner. C'est quoi l'amour sain ? C'est pas l'amour idéal, parce que moi j'ai déjà entendu ou vu des choses sur le net où il faudrait que le mec ou la nana elle fasse des trucs de dingue. Ouais, bon, c'est pas forcément ça. Ouais. Mais au moins que ce soit sain, qu'il y ait du respect et que chacun s'y retrouve. Ouais. Merci Lucky pour ton intervention également. Il a été très actif pendant ce... Non mais j'ai ressenti beaucoup d'amour, tu vois, de sa part depuis son petit panier. Ce qui n'est pas du tout proportionnel à sa taille. Ah non. L'amour, c'est pas qu'une question de taille.